Bonjour à tous et bienvenue à Nîmes. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on m'a reçu dans le sud, d'habitude toujours dans le nord, donc je suis content. Aujourd'hui il y a du soleil, j'ai pris un pull et je crève de chaud. On vient visiter aujourd'hui une opération avec Rémi, un ami, associé, collègue et ancien élève de la MDB Academy qui réalise une opération de rénovation et division d'immeubles. Je laisse Rémi se présenter et présenter l'opération. Super, merci Yoni de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait très plaisir. Donc comme il a dit, on se retrouve sur Nîmes. Je suis ravi de vous accueillir donc avec le soleil comme souvent. Centre de Nîmes, donc on a le centre historique, nous on est quartier des bons enfants pour ceux qui connaissent. Et donc je vais vous présenter l'opération 400 m², 10 logements à rénover et à diviser. Juste pour info, pour vous expliquer comment cette vidéo va être structurée, on va vous faire la visite de l'immeuble. C'est Rémi qui va vous expliquer un petit peu la visite. Donc là, on en est à mi-chemin à peu près en termes de chantier. Au début, c'était vraiment tout pourri et on va vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est. On mettra des petites photos de comment c'était avant. Et après, peut-être qu'on parlera un petit peu de l'opération aussi en elle-même, c'est-à-dire comment elle a été trouvée, les enjeux un petit peu aussi en termes de frais, des complexités techniques qui ont été rencontrées ici et un peu, on parlera un petit peu de rentabilité, etc. L'idée, c'est qu'on vous apporte un max de valeur sur cette vidéo. Je vous propose qu'on commence par le garage du coup. Donc là, vous avez une partie, un grand garage qui à l'époque était mi-garage, mi-stockage. Donc nous, on l'a conservé pour le rattacher à un seul appartement qui est le dernier appartement qu'on va voir en haut. C'est en chantier et vous verrez sur les photos d'avant que c'était encore plus en chantier qu'avant. Et ensuite, on va commencer par la cour intérieure. Donc la particularité, c'est qu'on fait une division de l'eau. Par contre, il y avait déjà 10 logements. Donc en termes de compteurs, il y a déjà 10 compteurs, il y a déjà les compteurs d'eau, compteurs électriques, les boîtes aux lettres. Vous allez voir, c'est vraiment un immeuble qui était en 10 logements. On n'a pas de création de l'eau supplémentaire à faire. Donc ça va faciliter forcément la négociation, la difficulté du projet et la gestion administrative aussi par la suite. Rémi, pour ceux, moi je te connais, on commence à se connaître pas trop mal. Pour ceux justement qui connaissent pas, qui découvrent cette vidéo, ça m'intéresse que tu leur présentes un petit peu, que tu te présentes, tu leur expliques d'où tu viens parce que je pense que tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es assez représentatif des personnes en fait, que nous on accompagne sur le lancement de leur activité de marchand. Ok, alors du coup, je ne vais pas vous raconter tout mon parcours, mais moi j'avais un CDI classique, j'étais consultant sur Paris. Et au début, j'ai commencé à faire de l'immobilier pour préparer ma retraite. Donc le marchand de biens, à l'époque, c'était en 2017, pour moi c'était soit les grosses familles ou les gros promoteurs, je ne vais pas citer de nom parce que je suis pas sûr on a le droit. Oui, mais voilà, t'es pas à la radio. Tu peux même les insulter si tu veux. C'est la magie de YouTube. Donc en fait, par contre, j'avais compris une seule règle, c'est même si on fait du locatif, c'est important de bien acheter si on veut bien revendre par la suite. Sans se dire, voilà, moi, mon optique, c'était de faire du locatif et de revendre dans 3 à 5 ans et de faire une plus-value. Mais je n'étais pas en mode, voilà, je vais faire une plus-value sur 6 mois, 1 an, comme peut faire un marchand de biens. Donc, j'ai toujours bien acheté, bien loué. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais de l'argent qui dormait. Puisque quand je faisais le calcul de ce qui me restait à rembourser, de combien je l'avais acheté, je me suis dit, tiens, j'ai fait des opérations de marchand de biens. Simplement, c'était des opérations locatives à la base. Donc, j'ai commencé à revendre quelques opérations. J'ai fait des opérations en résidence principale. Je me suis dit, je suis trop fort, je fais des marges et tout, c'est génial. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'être investisseur locatif, c'est une chose et être marchand de biens, c'en est une autre. Donc là, j'ai commencé à faire ta formation. Au début, j'ai regardé des vidéos YouTube gratuites, j'ai testé et puis ça a payé, mais pas suffisamment. Et puis, c'est vrai que sur du marchand de biens, la moindre erreur peut coûter très cher puisqu'on est sur un horizon de temps qui est très court. Donc là, j'ai fait des opérations plutôt type résidence principale. Et après, je me suis lancé en tant que marchand de biens. Plusieurs opérations un petit peu partout en France parce que j'avais un associé avec qui je fais des opérations qui lui est plutôt dans le nord de la France. Sur principalement des opérations, on va dire, classiques de marchand de biens. Achat, division, achat, rénovation. Je ne fais pas de promotion pour l'instant à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc plutôt de la rénovation, de la division classique, soit d'appartements, soit de plateaux, soit d'immeubles. Donc là, on rentre sur une petite cour intérieure. Là, vous avez l'accès au garage qui se trouvera juste ici. Alors, on a 2 appartements qui sont loués que vous ne verrez pas. Donc, un appartement qui est ici et un appartement qui est juste derrière. Ces appartements qui sont loués, un appartement sera vide pour la vente et va être rénové et l'autre sera vendu, loué lors de la revente. Et pour que vous compreniez un petit peu comment c'est fichu, c'est vraiment fait en carré. Parce que quand on va faire la visite, vous allez voir, vous allez dire « Oh putain, où est-ce que je suis ?» On part dans tous les sens. Ouais. il y a la cour centrale et après, il y a 3 apparts d'un côté, 4 apparts au rez-de-chaussée, 2 au premier et un dernier qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau, qui est le dernier tout en haut. Donc voilà, tout est en rénovation à l'heure actuelle. Donc on est comme l'a dit Yoni, à mi-chantier. Le but, c'est vraiment de repartir sur une bonne structure. Premier appart, donc là, on est reparti vraiment de zéro. C'était vraiment le chantier lors du démarrage. L'objectif, c'est que chaque appartement, ça soit T1
T2 et il y a un T3, enfin il y a 2 grands T3, mais ça sera plutôt des produits pour investisseurs ou pour primo-accédants, où il y a pas mal d'étudiants dans le secteur, donc des personnes pour leurs enfants qui veulent acheter des appartements. Donc on est vraiment sur des petits produits, ce qui permet forcément d'augmenter le prix au mètre carré à la revente et d'avoir des produits aussi faciles à écouler et très liquides. Bah, je vous fais pas le tour de tous les chantiers parce que sinon ça va être un peu long parce qu'on a 400 mètres carrés, donc répartis sur 10 logements, donc vous voyez un petit peu la répartition. On essaiera de vous retrouver une ou deux petites photos, des trucs comme ça. Mais c'était loué à quelqu'un d'un peu indélicat, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut voir, pour la petite anecdote, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais il y a encore des traces. Il y avait des tas de déchets et puis il y avait des merdes de Ouais, chat partout, ça merdes, puait la merde, c'était une infection. Il y avait des vélos, il y avait des vieilles poussettes, des poubelles, enfin il y avait vraiment, c'était une déchetterie. Donc il y a eu un gros travail de débarrassage à faire et ce qui nous a permis, on va en reparler aussi, de pouvoir pas mal négocier le prix parce que n'importe qui est rentré dedans, ça a été squatté pendant un moment, on le voit d'ailleurs sur les dessins comme vous allez pouvoir le voir. C'est moi qui me suis amusé à faire les dessins. Je pense qu'il y a eu une tentative de faire un Mickey. C'est ça, voilà. D'où le fait qu'on a mis aussi une caméra. Donc là, c'est un petit tip, j'en profite sur des chantiers vides. Pensez à mettre une petite caméra. C'est une caméra que mes artisans ils ont mis en wifi. Et du coup, il y a une lumière qui s'allume et on peut parler quand il y a des gens. Donc ça évite aussi, ça sécurise un petit peu le chantier. Juste, je vais vous montrer un petit truc pour que vous puissiez vous repérer après. Vous allez voir, là, il y a une cloison. Et ici, en fait, ça va être la salle de bain d'un autre appart, dont l'ouverture apparaît ici. Juste pour que vous arriviez à vous repérer. C'est un peu chaud de se repérer, mais j'ai confiance en vous. Je suis sûr que vous allez réussir à y arriver. Ce bien, comment tu l'as trouvé? Parce que toi, tu n'habites pas à Nîmes. Non. En voiture, c'est entre 2h20 et 1h50, en fonction à quelle vitesse on roule, quoi. Mais... Donc déjà, il n'a pas suivi les conseils de la formation. C'est en général, essayez de ne pas aller trouver une opération à plus d'1 heure de chez soi. Donc déjà, mauvais élève. Alors pour expliquer, en fait, ma particularité, c'est que quand j'ai commencé dans le locatif, j'habite à Paris. Pour ceux qui habitent à Paris, vous savez, c'est quand même pas la ville la plus rentable de France. Pas trop, non. Et je me suis dit, avec le budget que j'ai, soit j'achète à Paris une studette au 7e sans ascenseur que j'allais louer une misère et faire 4-5% de rentabilité, soit j'allais investir ailleurs, quitte à me dire j'ai des trajets, c'est plus compliqué, mais chercher plus de rentabilité. Et en fait, moi, j'ai toujours investi à distance. Et pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à investir sur Nîmes, c'était en 2018-2019, j'habitais encore à Paris. Donc là, pour le coup, c'est pas 2 heures de voiture, c'est plutôt 4h, 4h30 de train. Donc j'ai jamais respecté en fait cette règle que tout le monde disait investis proche de chez toi. Parce que j'avais des contraintes. Je pense que c'est important de dire pour toutes les personnes qui nous écoutent, Yoni donne des règles. Après, il faut les adapter aussi à soi. Il faut les enfreindre. Il faut les adapter aussi à soi. C'est-à-dire que moi, j'ai préféré ne pas respecter cette règle et aller chercher plus de marge plutôt que de me contraindre et de me dire voilà, j'arrive pas à faire les rentabilités que je vois sur d'autres marchands de biens, d'autres investisseurs et autres. Ouais, non, mais clairement, c'est aussi un truc qu'on précise maintenant vraiment beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de règle qui soit vraiment universellement applicable à tout profil, dans tout secteur géographique. Parce qu'effectivement, ça par contre, tu vois, dans la formation j'en parle, je dis, si vous habitez tu vois, à Paris typiquement, c'est vraiment un marché particulier, et que vous cherchez des rentas et que vous n'avez pas des centaines de milliers d'euros de fonds propres, il faut s'éloigner. Clairement, là, il n'y a pas le choix. C'est quand on a le choix, c'est préférable de faire proche de chez soi, mais effectivement, si tu n'as pas le choix et que tu trouves une opé rentable, évidemment, oui, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'ai démarré, j'avais pas le choix. Donc, j'ai investi sur Nîmes parce que j'avais mon meilleur ami qui était ici. Et du coup, il avait des connaissances, il connaissait le secteur. On avait des gars aussi pour faire les travaux. J'ai trouvé le marché super intéressant en termes de rentabilité locative et en termes de potentiel de revente. Donc, comme j'ai créé mon réseau, du coup, j'ai des agents qui m'appelaient pour d'autres projets. Et donc, je me suis dit, ouais, j'ai du train, j'ai la distance, mais j'ai déjà le réseau sur place, j'ai déjà la connaissance. Donc, autant continuer aussi des opérations ici et pas me restreindre. Et maintenant, j'habite plus à Paris, j'habite ailleurs, donc dans le sud de la France. Donc là, c'est 2 heures de voiture. Mon objectif, c'est dans la journée, je veux être en capacité de faire l'aller-retour sur mon chantier. Voilà. Et tu viens tous les combien justement sur le chantier à peu près? Alors là, c'est un peu particulier parce que moi, je viens à peu près tous les 3 semaines, 1 mois. C'est pas quelque chose que je recommande à des personnes qui démarrent leur investissement. Moi, je connais les équipes depuis très longtemps. J'ai fait quasiment 5-6 chantiers avec elles. Donc par contre, chaque semaine, je fais une visio. WhatsApp, FaceTime, ce que vous voulez avec elle. Il m'envoie des photos, comme ça je vois l'avancement du chantier. On règle les points techniques qu'on doit régler. Et moi, je viens vraiment tous les 3 semaines, 1 mois pour faire des gros points majeurs. Voilà, c'est aussi l'occasion de bouffer avec eux, de passer un bon petit moment. Si vous démarrez, pareil, faites pas ça. Ouais. Non, ouais. Venez plus souvent. Ouais. Si vous venez tous les 3-4 semaines et que vous débutez et que vous êtes avec une équipe avec laquelle vous n'avez pas encore bossé,
vous allez au désastre. Donc là, ça va qu'effectivement, les conditions sont réunies, mais tout de même, faites super gaffe, venez plus régulièrement. En général, une fois par semaine, c'est le minimum. Bah, en fait, là, pour la petite histoire, l'équipe avec qui il y a ce chantier, j'ai commencé à bosser avec elle il y a 5-6 chantiers. Et le premier chantier où j'ai testé, là, pour le coup, je venais tous les 10 jours. Voilà, ce que disait Yoni, je venais tous les 10 jours. Et en plus de ça, je leur demandais quasiment toutes les semaines de m'envoyer des vidéos et des photos pour voir l'avancement, voir s'il y a des contraintes techniques. On a mis en place un process, on s'est calé sur, ils savent comment je bosse, ce que je veux pas, les points sur lesquels je fais attention, les points où lesquels je leur laisse un peu plus de choix sur en fait ce qu'ils doivent faire. Donc maintenant, on arrive à rouler. Mais forcément, si vous testez une équipe, si vous venez tous les 3 semaines, un mois, bah, vous allez vous rendre compte que ça avance pas parce qu'ils vont se dire quand le chat n'est pas là, les souris dansent et donc on est tranquille. Où ça avancera pas, où ils vont faire des merdes. Et en fait, ils vont faire des merdes et avancer. En fait, ils vont poursuivre dans leur erreur. Et quand vous arrivez 3 semaines après que la connerie était faite, parfois pour la récupérer, c'est limite impossible, quoi. Tu vois, des évacs, des trucs qui ont été mis au mauvais endroit, ils ont plaqué, ils ont jointé. Putain, enfin, il faut leur faire défaire et tout, mais ça fait perdre un temps fou. Non, petit point important, c'est souvent quand on démarre aux artisans, on n'ose pas trop dire je suis investisseur locatif, je suis marchand de biens, parce qu'on se dit bah, ils vont comprendre qu'on fait une marge, donc ils vont vouloir augmenter les prix. J'étais comme ça au début, et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu se mettre une balle dans le pied, parce que s'ils comprennent votre projet, ils pourront dire là j'ai pris la décision de ne pas bouger la cloison, parce qu'au final, la faire tomber, la remonter pour gagner 10 cm, ça allait te coûter, je sais pas, je dis une bêtise, 5 000 € et tu ne l'aurais pas récupéré sur le prix de la location ou sur le prix de vente. Donc moi, ils sont au clair que c'est du marchand de biens. Quand je fais du locatif, ils sont au clair là-dessus et ils prennent des décisions sans me donner sans que je donne mon avis parce qu'ils savent que là-dessus, c'est le meilleur rapport qui a été pris pour eux et que moi, je suis gagnant à ce niveau-là. Ça c'est possible effectivement quand tu une équipe avec laquelle c'est déjà rodé, ils comprennent tes impératifs, etc. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ne cachez pas qui vous êtes. En fait, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tiens, quand j'appelle un agent IMO, est-ce qu'il faut que je lui dise que je suis marchand ?» Mais oui, enfin, à vrai dire, vous êtes marchand, vous n'êtes pas pédophile, quoi. En fait, donc, il n'y a pas à avoir honte. En fait, c'est un métier, c'est une activité. Vos interlocuteurs ont à y gagner, en fait, à collaborer avec vous. Donc, n'ayez pas honte, soyez fiers et puis dites-le clairement. Donc là, on se retrouve sur la cour intérieure. Normalement, vous nous avez suivis. Bon, là, il y a un appartement qui n'a pas encore démarré. Là, ça va être un appartement plutôt sympa en mezzanine. Donc, ce que vous retrouvez derrière les portes là-bas, donc c'est la salle de bain que vous a parlé Yoni. Et là, on va avoir une chambre avec sa petite salle de bain privative, cuisine, petit salon avec la télé amovible qui ressort. Et en haut, un espace bureau, chambre d'amis qui permet de valoriser vraiment la mezzanine pour soit un primo-accédant, soit des gens qui veulent faire du Airbnb, ça marche très bien dans le secteur, il peut y avoir un couchage supplémentaire, donc augmenter la rentabilité de l'appartement. Ça va démarrer et sur chaque appartement, on va le voir sur tous les appartements, on replaque quasiment de partout, on isole pour l'humidité, pour augmenter aussi les diagnostics, parce qu'il y avait pas mal de diagnostics qui étaient en E, F ou G, et l'objectif c'est qu'ils puissent être vendables et louables pour la suite. Ouais, puis ici, c'était quand même bien pourrave. C'est-à-dire que même les appartements... Celui-ci, il n'est pas pourri. Il est très vieillot. On vous sentez pas, mais il y a des gens qui ont fumé dedans pendant des années. Ça pue, c'est vraiment une infection. Mais voilà, c'est du simple vitrage partout. Il n'y a pas d'isolation. Donc ouais, aujourd'hui, c'est des produits qui traînent sur le marché, quoi. Clairement, c'est très difficile à vendre. Donc autant mettre toutes ses chances de son côté. Point important que disait Yoni, c'est que, alors là, pour ceux qui sont un peu néo-investisseurs, vous dites, oula, il y a des travaux de partout. Ça a dû coûter une blinde, on va revenir un petit peu sur les chiffres. Mais le point important de ce bâtiment, c'est que le gros œuvre, c'est un bâtiment qui est vraiment sain. C'est vraiment sain, on l'a vu, il n'y a pas de grosse reprise en gros œuvre, il y a beaucoup de rénovations à faire, mais le bâtiment en lui-même est sain et c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné. Parce que sur Nîmes, zone inondable dans certains secteurs, il y a beaucoup de bâtiments qui sont vieux et qui sont pourris. Et pour le coup, là, on a beaucoup de grosses surprises. Et ça, on a eu quelques surprises, on va le voir sur la démol, mais pas liées au bâti en lui-même. Donc, je propose qu'on passe à l'étage. Donc là, il y a un gros sujet structurel qu'on a fait par la suite. Donc, je vous le montrerai peut-être sur les photos, ça peut être pas mal. C'est que là, en fait, à la base, c'était fermé. L'ancienne porte qui a été rebouchée, et là aussi. Et la porte d'entrée, en fait, pour que vous puissiez vous repérer, était ici. Voilà. La porte d'entrée était ici. Là, il y avait une petite ouverture, etc. Et donc, il y a un petit pigeon qui vient de sortir. Là, c'est la petite surprise.
Mais tu sais, je crois que c'est le même enfoiré qui était là quand on a fait le premier tour Ouais, et qui est parti quand. Donc je pense qu'il doit squatter ici. ouais, Et voilà. ici, c'était mais rempli de pigeons quand on est venu la première fois. Il y en avait vraiment de partout. Ah ouais, non, c'était horrible. Forcément, ça aidait pas pour la revente. Donc là, pareil, on a tout démoli. Sur pas mal d'apparts, on est reparti en plateau 2-0. Et donc là, on a fait les gros changements structurels. Donc là, on va remurer tout ce pan de mur. On va avoir une petite fenêtre à hauteur avec un petit bureau et la chambre. Donc lui, c'est celui qui est un peu le moins bien agencé parce qu'il y a un peu moins de luminosité au sein de la chambre. Par contre, passe par là, on va le voir. Là, du coup, on récupère beaucoup de luminosité dans la pièce à vivre, c'est un choix qu'on a fait avec Yoni qui était vraiment intéressant, puisque c'est la pièce à vivre, c'est là où les gens vont passer le plus du temps. Avec une porte en baie vitrée, pardon. On remure ici, on va avoir une fenêtre à hauteur avec une petite cuisine et ça apporte, voilà, là on le voit, il fait beau, ça apporte pas mal de luminosité à ce niveau-là. Ouais, pas hésiter. C'est ce qui est intéressant quand même dans les trucs qui sont a priori pourris, surtout qui sont au final en monopropriété. Tu vois typiquement une personne qui est novice, entre guillemets, ou qui n'a pas forcément l'œil, va se dire « Ah bah cet appartement, il va être vachement dur à vendre et tout ». Tandis que quand tu viens, tu dis « Non, attends, là, tac, on ouvre, on décale la porte d'entrée par ici, hop, ça, ici c'est lumineux, on le transforme en pièce de vie. Là, c'est un peu dégueu, c'est pas très lumineux, machin, c'est pas super qualitatif. On y fait une chambre. Une chambre, c'est pas grave si elle est pas lumineuse. On y met une pièce technique, en l'occurrence la salle de bain. Et comme ça, en fait, on inverse vraiment la tendance. Et même si ce lot est pas très grand, au final, pour de l'investissement locatif, je pense qu'il sera nickel, quoi. Bah, en vrai, c'est le plus petit, mais en termes de rentabilité, il y a de fortes chances que ce soit le plus rentable. Parce qu'en termes de prix de la nuitée, etc., si on part sur du Airbnb ou sur la location longue durée, au final, la rentabilité va être plus importante sur celui-là que sur d'autres appartements. On ne va pas forcément le louer beaucoup plus cher. Donc, avis aux investisseurs, si vous cherchez à investir sur Nîmes, on vous mettra un code promo qui vous donnera une réduction de 0 € sur ce lot-là. Et comme ça, vous pourrez avoir une super belle renta. Ça vous arrange avec Yoni, c'est pas moi qui gère ce côté-là. Et du coup, là, on va montrer un appart sur la stratégie aussi. Alors, normalement, il y a un petit peu il y a la lumière, voilà. Donc là, sur la stratégie aussi, si on parle un petit peu plus de concret de stratégie, comme vous l'avez vu, on refait tous les apparts en placo, on redouble. Là, l'objectif, c'est de commencer à pré-commercialiser certains appartements. Donc, une fois qu'ils sont mis en plateau, donc la surface au sol est bien délimitée, que la carresse elle est délimitée et autres. On a fait des plans 3D avec une décoratrice avec qui j'ai l'habitude de travailler. Alors, on vous mettra un peu de 3 exemples si c'était OK. Là, on va commencer à le pré-commercialiser avec l'agent immobilier pour aller viser en effet de l'investisseur qui lui a une capacité de se projeter. Et comme on est sur des petits produits, bah, c'est forcément beaucoup plus simple que si vous vendez un grand appartement pour une résidence principale pour une famille qui elle va avoir du mal à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va le pré-commercialiser en off-market, voir un petit peu les touches qu'on a, continuer à avancer sur les chantiers. Et à terme, notre objectif, c'est d'avoir un appartement témoin parce qu'on sait que dès qu'on a un appartement témoin qui est entièrement rénové, les autres personnes, quand elles visitent notre appartement, on leur dit que ça va être les mêmes finitions, arriveront beaucoup plus facilement à se projeter. Donc là le petit twist que Yoni nous avait proposé, c'est on va mettre des claustras, qu'à la base on voulait fermer et faire un vrai T2, mais ça gâchait quand même de la place et du volume. Donc là on va faire un petit coin claustras sympa sur les photos qui marche bien pour la location. L'idée ici, en fait, comme c'est un petit volume, on voulait à la fois avoir quand même un espace couchage qui soit vraiment délimité, qui soit matérialisé, parce que c'est important, ça fait vraiment un effet « Ah, bah, j'ai une chambre, j'ai pas l'impression d'être dans un studio ». Mais en même temps, comme ici, le volume n'est pas très grand, en fait, vous voyez ici, quand vous rentrez, bah, il y a quand même une profondeur. Et si on a vu ici une cloison, bah, ça aurait vachement étriqué l'espace, en fait. Et donc là, on gagne un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on a un petit espace et on garde quand même cette impression avec des claustras ou verrières au final. Enfin, nous, on a opté pour claustras, mais ça marche avec une verrière aussi. Les claustras sont en train de devenir plus à la mode. En tout cas, on gagne en profondeur. Si vous voulez apprendre à réaliser des opérations de marchand bien comme celle-ci, que ce soit des rénovations simples, des mises en copropriété, des divisions foncières, je vous invite à participer à un de nos programmes de formation consacrés à l'activité de marchand bien. En 2024, on a fait une refonte totale de toute notre offre de formation. Donc, on a une toute nouvelle plateforme e-learning et de toutes nouvelles formations en ligne qu'on a repris vraiment de A à Z et qui sont vraiment faites pour vous permettre de progresser le plus rapidement possible et de pouvoir trouver et réaliser une opération le plus rapidement et le plus facilement possible. Et pour répondre à ta question, donc comment je l'ai trouvé, donc moi j'ai développé ce réseau et souvent, alors il y a beaucoup de gens, je sais que tu en parles, mais qui disent tout ce qui est sur les sites d'annonces, Le Bon Coin, Se Loger, en gros c'est les pots pourris, vous ne trouverez rien. Moi j'ai trouvé beaucoup d'opérations sur ces sites-là.
parce qu'il y a des villes où en fait tout passe par les agences, ils n'ont pas forcément un réseau sur place qui est développé. Et cette opération, elle était visible sur Le Bon Coin. C'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est mon chef de chantier qui m'a dit tiens, je regardais et je suis passé dans le secteur et j'ai vu ce projet. Donc il l'a visité, il me l'a envoyé, moi j'ai creusé, il a fait une prévisite sur la partie travaux pour pouvoir me le chiffrer. Et ensuite, je suis venu visiter avec lui et là, j'ai repris les démarches. Mais c'est un bien qui était publié aux yeux de tous, sauf que vous allez voir sur les photos avant, il n'en est pas du tout envie. Ils ont fait plein de visites, mais il y avait des gens qui voyaient le prix intéressant, qui disaient c'est une super affaire, qui voyaient y arriver, c'était dégueulasse, il y avait des travaux, des choses à refaire. Ils savaient que ça avait été squatté, donc ça faisait peur à pas mal de gens. C'est comme ça en fait que moi j'ai pu sortir de la masse. Je suis arrivé, comme tu as dit, j'ai dit moi je suis marchand de biens, je ne vais pas l'acheter au prix où vous l'avez annoncé. Par contre, à partir du moment où on va sur l'opération, ça va aller au bout. On a fait 50-60 000 euros de négociation là-dessus. Il était déjà vraiment à un prix vraiment pas cher et on s'est positionné en tant que professionnel et j'en ai parlé à Yoni sur le projet. Mais ça, c'est des trucs typiquement, enfin, c'est un truc qu'on voit souvent, c'est-à-dire des opérations potentielles qui sont là en fait. Elles sont là, elles sont visibles. Sauf que parfois, en fait, sur Le Bon Coin, c'est pas forcément visible que c'est une bonne affaire. Je dis Le Bon Coin, ça peut être n'importe quel site, on s'en fout. Et en fait, il faut y aller pour se rendre compte. Là, tu vois, ton chef de chantier, il est venu, il a vu que c'était dégueulasse et donc aussi qu'il y avait un potentiel. Et ça, il n'y a rien qui peut se substituer aux visites, en fait, à votre expérience de terrain. Bougez-vous, allez visiter des trucs. Il n'y a que comme ça que vous en trouverez en fait des opérations. Ouais, quand l'agent immobilier vous dit j'ai un bien vraiment pourri à te faire visiter, j'ose pas trop te le montrer, foncez. Voilà. Plus c'est pourri, plus vous allez trouver des trucs pas mal à faire. Je vous montre juste un peu le clou du spectacle en haut, parce qu'on a un bel appartement avec un toit terrasse. Donc là, il y a un béton qui va être coulé sur l'escalier pour le renforcer. Et là, c'est l'appartement en fait qui va être le plus beau. Je vous l'ai dit, c'est des petites surfaces dans le projet. Là, c'est la seule surface qui sort un peu du cadre investisseur primo-accédant. Puisque là, on est sur du 70 mètres carrés avec, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, mais un toit terrasse avec vue sur les toits. Alors, c'est pas vue sur les toits de Paris, hein, malheureusement, mais on a quasiment 35 mètres carrés quand même de terrasse pour la personne. L'été, c'est plutôt sympa à Nîmes. Ah, les toits ici, ils ont quand même leur charme. Et pour la petite histoire, on voulait faire une petite discussion ici, mais comme on a le soleil en pleine tronche, vous voyez certainement à nos yeux, on va plutôt rentrer à l'intérieur avoir la conversation. Donc là, on le voit, hein, par rapport au plan qu'on disait pour que les gens se repèrent, là il y a toute la cour intérieure et l'immeuble est vraiment en carré autour de la cour. Alors juste pour vous montrer, parce que je ne sais pas si tu l'auras précisé, ici il y avait une espèce de petite cuisine d'été qui a été démolie. Mais vous voyez en fait, voilà un peu à quoi ça ressemblait globalement. Et cet immeuble, on voit, c'est typiquement le truc où il y a des trucs qui ont été rajoutés, puis rajoutés, puis rajoutés. Et en fait, quand on arrive, ça ressemble plus à rien. Donc non seulement c'était un peu tout pété, voilà, il y a des traces de moisissure de partout, et puis c'est un espèce de patchwork ignoble de tout plein de trucs. Et en fait, les gens qui viennent ici, qui ne sont pas vraiment aguerris, enfin, tu vois, des marchands ou des investisseurs qui ont vraiment l'expérience, ça fait flipper tout le monde. Et en fait, c'est typiquement le genre de bien sur lequel il y a des super quoi faire, surtout dans la période actuelle. Ouais, on fait des trucs comme ça, c'est infourgable. Et on va le voir du coup sur les apparts qui sont en face, sur les surprises par rapport à la démol. Je vais vous montrer un petit peu quel est le type de surprise qu'on a eu sur le projet. Donc là, on a vu la cour intérieure, on passe par le point d'entrée. Ça, c'est ce que je vous disais. Alors, sur les boîtes aux lettres qui étaient déjà présentes, donc il y avait déjà 10 logements. Il y a les compteurs qui sont juste à l'entrée, donc il y a un local technique. Donc ça, c'est super pratique. Il y a juste les compteurs d'eau, il y avait 1 ou 2 compteurs, je crois, pour l'immeuble. Donc là, on va mettre des divisionnaires. On va changer ensuite la porte d'entrée pour avoir quelque chose de plus sécurisé avec interphone, digicode et autres. Pour tous ceux qui se questionnent par rapport à la division, effectivement, s'il a pas besoin de créer du stationnement, ce genre de choses, bah non, puisque les lots en fait existaient déjà. Ça, petit tips par rapport à ce que dit Yoni, ça c'est ce que j'ai négocié en fait directement lorsque j'ai acheté, c'est que j'ai demandé à ce qu'il y ait bien 10 compteurs. Ce que j'ai compris avec EDF, c'est qu'en fait on peut même en installer un en plus, puisqu'il y a les arrivées pour les compteurs, c'est enregistrer ces jeux, donc ça c'est parfait. Et niveau juridique, sur l'acte notarié, j'ai demandé à ce que ça soit tout détaillé. Voilà, un immeuble de 10 logements composé de la sorte, avec au rez-de-chaussée, tant de pièces et autres, pour que demain, si on me dise quelque chose, je puisse dire quand j'ai acheté, il y avait déjà 10 logements, il y avait les compteurs électriques, donc tout est cadré à ce niveau-là. Le budget, si tu es OK pour dire à peu près ouais, le budget Nous, sur l'enveloppe globale, on est à peu près à 650 000 d'invest. Ça comprend donc l'achat, frais de notaire, travaux, aléas travaux, aménagement, donc là je parle cuisine et autres, décoratrice d'intérieur et tout ce qui est frais de géomètre, frais de diagnostic, puisque
même si la division est existante d'un point de vue juridique, on a quand même un état descriptif de division à faire, donc avec un notaire et un géomètre. Donc ça a un certain coût. Donc on est sur un budget environ entre 630 et 650 sur l'investissement global. Pour vous expliquer ce que vient de dire Rémi, c'est qu'en fait les lots existaient, mais par contre c'était des lots en monopropriété. C'est-à-dire qu'en fait là, les lots ils continuent d'avoir la même existence, mais ça va être une copropriété. Comme le bâtiment est divisé, effectivement il y a certaines démarches à réaliser pour pouvoir mettre en copro, tout simplement. Voilà, on va pouvoir vendre à la découpe et on n'est plus obligé de vendre le lot en entier, on peut vendre appartement par appartement à 10 propriétaires différents. Alors ça, c'est les petites surprises qu'on a eues. Alors vous allez plus le voir ici. Vous voyez, il y a le plancher, le plafond qui s'affaisse. Et en fait, ça c'est le deuxième plafond qu'on a trouvé sous un premier plafond. Donc quand on a démoli, vous allez voir l'écart qu'il y a entre les solives, les poutres principales et autres. Là, vous avez de la petite tapisserie. En fait, il y avait à cet endroit-là, il y avait quasiment 2 plafonds et demi. Et en fait, mon équipe travaux, ils ont trouvé des chaises, ils ont trouvé un vélo, des coussins. En fait, ils mettaient tout et n'importe quoi en isolant. Et donc, heureusement qu'on l'a fait tomber, parce que si on était resté sur le lambris de l'époque et qu'on n'avait pas creusé, il y a un risque qu'à un moment, on refasse un truc propre et puis que… Un Bakira qui se prend un vélo sur la tête en sort. C'est qu'il y a… Il se dit putain. C'est ça, il y a un problème. Donc ça, c'est les surprises qu'on a eues forcément sur la démol. C'est qu'on avait prévu une démol, une certaine quantité de BN, mètres cubes et autres. Et ça a pris plus de temps que prévu, puisque quand on a creusé, on a vu qu'il y avait encore quelque chose derrière. Et heureusement qu'on l'a vu. Juste pour info, en fait, par rapport ici au faux plafond, vous le verrez, je vais vous montrer. Parce que quand on regarde comme ça, on ne le voit pas forcément. Mais par contre, quand on le regarde de face, on voit bien ici l'écart à gauche qu'il y a, en fait, et au milieu. On voit vraiment que le truc est vraiment affaissé. Et là, heureusement qu'on a fait en fait toute la démol. Alors là, vous n'allez pas le voir parce que c'est plaqué. Mais en fait, avec toute la merde qui a été enlevée, on s'est rendu compte qu'il y avait une micro-fissure au niveau de la fenêtre en haut, avec la jointure avec la toiture. Et donc ça, on a pu le reprendre parce que sinon… il y avait tellement en fait de merde empilée les unes sur les autres que ça faisait du goutte à goutte. Et puis peut-être dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, il y a tout qui se serait effondré. Voilà. Donc ça, très important, quand vous êtes marchand de biens, vous avez une garantie, un engagement de 10 ans. Donc faites attention à ça. Négligez pas les coûts à ce niveau-là parce que ça peut vous retomber dessus quelques années plus tard. Donc ça, tu le dis beaucoup dans la formation. Et ça, c'est quelque chose en locatif que j'avais pas forcément en tête. Alors, je faisais des choses propres, bien évidemment, mais on ne se projette pas, on se dit je veux un appartement et puis la personne qui l'achète se débrouille un peu. Sur le marchand de biens, vous avez une responsabilité et ça, tu insistes beaucoup dans la formation, donc c'est très important d'y faire gaffe sur pas de petites économies. Ouais, parce qu'effectivement, là, ça relève du vice caché, donc toi, tu aurais pu dire ah ouais, mais pour moi aussi, ce vice-là était caché. Ouais. Sachant qu'un vice caché, c'est un vice qui est caché, c'est pas un vice qu'on a caché. Ouais. Parce que ça, le deuxième cas de figure, c'est plutôt un délit, donc c'est pas tout à fait… Enfin, c'est pas un délit, mais en tout cas, c'est répréhensible. Mais en tout cas, si jamais un acquéreur, tu vois, venait à se retourner contre nous, le tribunal pourrait dire oui, mais vous, messieurs, vous êtes des sachants, ouais. Voilà, vous êtes des professionnels, donc en fait, vous avez vendu le truc en connaissance de cause, même si parfois on est effectivement de bonne foi. Et ceci dit, je rajoute un petit truc par rapport à ce que Rémi vient de dire. Même si vous faites du locatif, dès lors que vous faites du locatif en SCI, oui. À l'IR ou à l'IS, on s'en fiche, on vous considérera comme des professionnels de l'immobilier aussi. Et donc, vous ne serez pas exonéré de la garantie des vices cachés. Donc, s'il y a des merdes comme ça aussi, bon, en général, quand on fait du locatif, on ne loue pas des trucs dans cet état-là, bien sûr. On rénove un peu, mais en tout cas, sachez que la garantie des vices cachés, elle s'applique quand même aux personnes qui font du locatif en SCI. Ouais, donc ça, voilà, faut faire attention, pas négliger la partie sécurité au détriment des coûts. Forcément, en tant que marchand de biens, on calcule sa marge, hein. On fait les choses, mais le but, c'est d'être rentable à la fin. Il y a des postes sur lesquels on peut peut-être un peu gratter, essayer d'optimiser. La partie sécurité, on ne fait pas parce que ça peut nous retomber dessus. Et si ça vous retombe dessus dans 5-6 ans, malheureusement, c'est un peu trop tard. Est-ce qu'il y a des complexités? Alors bon, on en est qu'à mi-chemin, hein. On n'a pas encore passé l'épreuve du feu qui est la commercialisation, qui est d'ailleurs le jugement de vérité sur une projection qu'on se fait. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des complexités que toi, tu as rencontrées dans cette opération et que tu pourrais partager, tu vois, sur cette vidéo et dont les gens pourraient apprendre des choses? Ouais, alors il y a une complexité avant l'opération, enfin avant la signature définitive sur la partie financement. C'était très longue et très complexe à mettre en place. Pas mal de rebondissements aussi auprès de banques qui nous avaient dit c'est OK, on vous finance et puis au final, plus de nouvelles.
Et on remercie Mélanie pour le travail qu'elle a fait. Si un jour tu regardes cette vidéo, on te remercie. Et donc ouais, merci à Mélanie à ce niveau-là. Donc pas mal de complexité avant, sur la partie négociation juridique mis en place, pas trop. Les choses après, donc sur la partie travaux, des surprises, notamment sur la partie démolition, sur la partie organisation, sur des petites fuites qu'on voit et qu'on voit tardivement. Alors l'intérêt aussi, un petit tip que je vous donne, c'est quand vous visitez, si vous pouvez visiter quand il pleut, c'est parfait, parce qu'au moins vous voyez s'il y a des fuites. À Nîmes, il pleut pas souvent, par contre, quand il pleut beaucoup. Et donc là, ça permet de voir si ça tient. Donc s'il pleut beaucoup, vous n'avez pas de fuite, ça veut dire que votre bâti il est très sain. Donc ça, c'est un point positif. Au moins, il est étanche. Voilà, c'est ça. Il est au moins étanche. Il est au moins étanche. Et après, il y a 2 locataires qui sont en place. Il y a eu des petits quiproquos sur les loyers, puisqu'en fait, je me suis retrouvé avec trois baux différents. Un locataire qui me dit je paye tant, en fait sur le contrat c'est marqué un prix différent, et qui me dit ouais mais moi je m'arrangeais avec l'ancienne propriétaire pour lui payer d'une certaine façon. Voilà, je vous passe les détails. Donc ça forcément on récupère ces pots cassés, et quand nous on arrive avec un contrat en disant tu payais 350, le vrai loyer c'est 450, c'est toujours plus compliqué à mettre en place. Donc voilà ces choses-là à ce niveau-là. Sinon, pas de grosses surprises. Je touche du bois pour l'instant, mais pas de grosses surprises sur. En général, les surprises, c'est à la démol. C'est ça. Voilà. Il peut y avoir maintenant des difficultés commerciales, mais ouais. On n'y est pas encore, donc on verra. C'est ça. Mais quand vous êtes marchand et que vous récupérez un dossier, il n'y a pas juste en fait les merdes techniques qu'il faut gérer. En fait, il y a tout. Quand je vous ai montré l'exemple sur la terrasse, de dire regardez, ça c'est les merdes qui ont été rajoutées au fur et à mesure des années. Il y a aussi les merdes dont tu parles, tu vois, des locataires, des trucs, des arrangements qui sont mis en place, le mec qui squatte les caves et puis maintenant il faut le faire dégager, enfin tout genre de choses qui s'accumulent avec le temps, des gens qui prennent les habitudes, et maintenant en fait il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout dégager. Et ça fait partie parfois des choses qui sont un peu difficiles, qui sont parfois complexes à mettre en œuvre, mais qui font aussi qu'on nous rémunère. Ouais. C'est-à-dire c'est pas juste les travaux, c'est quand il y a des trucs que les gens veulent pas gérer en fait. Et là aussi il y a autre chose. On a un locataire ici au rez-de-chaussée typiquement qui est une personne âgée, qui est un peu handicapée, etc. Enfin c'est compliqué. Donc ça aussi typiquement, là le parti a été pris tout simplement de la laisser dans son appartement. Mais ça peut aussi représenter un obstacle par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont se dire mais voilà il y a une personne, qu'est-ce qu'on va en faire, Donc là après c'est à prendre en considération dans les calculs de rentabilité au final. Mais ça peut aussi représenter des obstacles. Ouais, un super locataire, il paye très bien. Donc ça c'est parfait. On sait que sur ce projet-là, on ne va pas forcément faire une marge. Par contre, sur l'appartement dédié, par contre, on va le revendre à un investisseur. Comme il y a un bon loyer, quelqu'un qui veut faire un placement, l'acheter pas cher et puis dans quelques années faire des travaux, c'est très intéressant pour lui. Et si la petite c'est pas une surprise, mais les couacs, on a eu un gros taf de débarrassage et de nettoyage. Et vraiment, quand je dis débarrassage et nettoyage, c'est à la javel et autres, parce qu'il y avait vraiment… Je pense qu'ils ont dû trouver 10-15 kilos de merde de chats et de chiens. Je pense qu'il y avait des merdes humaines aussi parce que ça a été squatté. Des poubelles, je vous montrerai les photos, mais ça a pris vraiment du temps parce que l'odeur elle reste. Et les gars au début ils ne voulaient pas bosser parce qu'il y en a qui rentraient dans le chantier, c'était à 2 doigts de vomir parce que ça puait. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps aussi. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens qui rentraient se disaient c'est pas cher. Puis quand ils ouvraient la porte de l'appartement, il y avait plein de gens qui voulaient pas, qui arrêtaient là, qui arrêtaient la visite. Il y a autre chose, il y a le sol. Ah oui, le sol. Le sol. Ça vous avez. Vous le gardez pour la fin. Sur la partie sécurité, j'ai pas besoin de sauter parce qu'on va pas voir. Mais là, pour ceux qui se rappellent au début de la vidéo, normalement, on a vu la partie garage. Et là, on est au-dessus du garage. Et en fait, les poutres ont un petit peu ramassé, donc on va les reprendre avec des IPN pour solidifier tout ça. Parce que là, moi je suis pas très gros, pas très costaud, mais vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais le sol bouge pas mal. Donc ça pareil, c'est un poste de surcoût, c'est un poste d'aléa qu'on n'avait pas forcément anticipé, donc qui dégrève un peu une partie de la marge, mais qui est indispensable pour la partie sécurité et aussi pour la partie forcément revente. Ouais, c'est des trucs sur lesquels il faut pas faire d'économie. Un truc comme ça, c'est à reprendre, c'est à consolider par le dessous. Ça se fait bien, en plus ça va pas chercher, ça va pas coûter des dizaines de milliers d'euros, donc il faut le faire. Le budget, si tu es OK pour dire à peu près bien sûr. Le budget Nous sur l'enveloppe globale, on est à peu près à 650 000 d'invest.
Ça comprend donc l'achat, frais de notaire, travaux, aléas travaux, aménagement, donc là je parle cuisine et autres, décoratrice d'intérieur et tout ce qui est frais de géomètre, frais de diagnostic, puisque même si la division est existante d'un point de vue juridique, on a quand même un état descriptif de division à faire, donc avec un notaire et un géomètre. Donc ça a un certain coût. Donc on est sur un budget environ de entre 630 et 650 sur l'investissement global, quoi. Pour vous expliquer ce que vient de dire Rémi, c'est qu'en fait les lots existaient, mais par contre c'était des lots en monopropriété. C'est-à-dire qu'en fait là, les lots ils continuent d'avoir la même existence, mais ça va être une copropriété. Comme le bâtiment est divisé, effectivement il y a certaines démarches à réaliser pour pouvoir mettre en copro. Voilà, on va pouvoir vendre à la découpe et on n'est plus obligé de vendre le lot en entier, on peut vendre appartement par appartement à 10 propriétaires différents. Yes, trop bien. Donc juste pour préciser, on ne vous parlera pas des prix de revente dans cette vidéo, puisque le projet il est encore en cours tout simplement. Et moi j'ai eu la poisse sur un ou deux projets que j'ai filmé. J'ai parlé de prix de revente et en final ça m'a porté la poisse. Donc maintenant, je crois pas que je crois spécialement à la poisse, mais au final ça s'est pas fait comme je l'entendais. Donc on va plutôt attendre ici que ça avance d'un point de vue commercialisation. Et on fera certainement une vidéo de suivi aussi pour vous montrer un petit peu l'évolution, peut-être l'appartement témoin. Ouais. On essaiera de revenir pour vous montrer comment ça a évolué. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne vous parle pas de prix de revente, mais on est sur une projection d'une rentabilité qui est quand même assez confortable. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez trouvée instructive. On remercie Rémi de nous avoir reçus dans cette charmante ville de Nîmes. Et n'hésitez pas à payer votre like et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette opération. Merci Yoni, à bientôt.